Au sommaire d'On refait le Mac, duel au sommet entre deux poids plumes du marché, l'iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. Design affiné à l'extrême, finition haut de gamme, prouesse d'ingénierie, mais ces modèles censés incarner le futur du smartphone ne contraignent-ils pas à trop de compromis, à trop miser sur le design? Apple et Samsung risquent-ils de passer à côté des attentes des consommateurs en matière d'autonomie? Bilan, ces smartphones séduisants sont-ils des chefs-d'œuvre ou déjà des flops? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine Laure Renoir, chef de service téléphonie au sein des numériques. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Laure. Bonsoir. C'était une longue journée pour nous. Oui, je me doute. Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première. Et tu vas nous donner... tu es vraiment une experte en matière de téléphonie. Et tu as testé pour le site Les Numériques aussi bien le Galaxy que l'iPhone Air. Voilà. Et bien sûr, c'est l'iPhone qui gagne. Impartial, bien entendu. C'est l'iPhone qui gagne. Non, c'est pas ça. On va en parler. On va en parler. À mes côtés également, celui qui ne jure que par Samsung, monsieur Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Bonjour à toutes et à tous. Je ne relèverai même pas parce que tu ne sais même pas ce que je vais dire. Bon, écoute, mais si, j'ai une petite idée. Oh là. En duplex exceptionnel, bien sûr, Christophe de Graaf, down the side. Bonjour Christophe, comment ça va? Bah écoute, ça va Olivier, j'ai l'impression que ce soir tu manques pas d'air. Hein. Oui, c'est clair. Et puis, il fait des jeux de mots, hein, c'est un métier. Et en duplex également, ça fait un moment qu'on l'a pas eu dans cette émission, Christophe Romeilly de servicemobile.fr. Salut Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. J'espère que tu es du bon côté de la force, que tu seras avec nous, on aura besoin de soutien ce soir. Un salut particulier aux membres donc, du Club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance. En direct, vous êtes aussi invité à assister à des enregistrements ici au Village Baissé à Paris, dans le cœur du 8e arrondissement. Toutes les infos dans la description de cette vidéo, en scannant le QR code ou sur notre chaîne YouTube. Un message également, un coucou à notre sponsor Incogni. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des forfaits, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires pour vous retirer des listes de diffusion, c'est que vous êtes victime de data brokers. Quesaco des data brokers, ce sont des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès des commerçants en ligne ou services auxquels vous êtes abonné et quand ils ne profitent pas de fuite de données. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, les newsletters, les cartes de visite pour obtenir votre email, numéro de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous presque et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inondées de coups de fil. Bien sûr, selon la loi européenne sur la protection des données, la RGPD, vous pouvez demander à ces data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est un long chemin de croix et au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Incogni. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout. Il va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site d'Incogni en temps réel et constater le nombre de bases de données qui ont été supprimées et qui ont supprimé vos infos. Incogni automatise même les demandes de suppression répétées dans le temps pour éviter que les data brokers récupèrent de nouveau vos informations personnelles après une première suppression. En utilisant le code ORLM et en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Incogni. Merci à Incogni qui soutient ORLM. Allez, on commence par le sondage de la semaine. Allez, c'est Christophe qui va s'y coller. Quelle était la question de la semaine sur X cette semaine, Christophe? Alors la question c'était iPhone Air ou Galaxy S25 Edge, lequel faut-il choisir? Et on a effectivement proposé l'iPhone Air, le Galaxy S25 Edge, ou bien aucun parce que c'est trop fin et pas assez endurant. Eh bien c'est l'iPhone Air qui triomphe devant tout le monde. Et ensuite, tout simplement... C'est tellement, tellement pipeau. Mais non, laisse-le terminer. Non, c'est la réalité, c'est le sondage. Ce sont les chiffres qui parlent. Avec il y a eu combien de personnes qui ont voté? Au moins 10 Écoutez, millions. monsieur Stéphane, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. L'iPhone Air 54 combien? 54%, c'est ça à peu près? L'iPhone Air avec 54,4%, le Galaxy S25 Edge
qui lui a 7,6%. Et puis, il y a tout le reste des personnes qui ne veulent ni l'un ni l'autre, qui représentent 38%. Ce qui est intéressant, peut-être, Laure, parce que si on ne va pas laisser se chamailler d'entrée, c'est les 38%, ça montre qu'il y a beaucoup d'indécis sur le type de téléphone ultra fin et que on se demande si c'est taillé pour tous les usages. Et les gens ont raison de se poser des questions. Ça pose énormément de questionnements. La finesse, est-ce que c'est synonyme de mauvaise autonomie? Est-ce que c'est synonyme de performance en baisse? Voilà, on a toutes ces interrogations. Quand on dépense 1 250 € dans un smartphone, on a envie d'être rassuré sur ces sujets. Un petit mot peut-être de Christophe Romeilly, c'est aussi beaucoup d'interrogations, hein. Il y a beaucoup d'attentisme, on observe. On sait que les iPhones, on en parlera en fin d'émission, les iPhones Pro ont beaucoup de succès. Sur les modèles Slim, on peut s'interroger également, Christophe Romeilly. Après, chez Apple, la gamme R, elle a un vrai sens. Donc, l'iPhone Air, comme le MacBook, comme l'iPad, comme les AirPods, ça veut dire quelque chose chez Apple. Donc, quand tu achètes un iPhone Air, tu t'attends à ce que ça soit un peu moins que le Pro et un peu mieux que le grand public. Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. Et moi, je dis rien, moi. Mais non, Tu parce m'as que coupé la parole, mais c'est pas grave. Non, mais c'est incroyable. Tu es puni, tu vas enchaîner derrière avec le design. Allez, on enchaîne avec le premier chapitre, la finesse comme religion. Vous voulez dire quelque chose, cher Stéphane? Non, mais c'est pas grave. Allez, Je te laisse. Mais Je vais aller bouder quand même. Mais non. Allez, Apple et Samsung, Stéphane, misent tout sur le design Ouais. cette année. Et donc, 2 téléphones ultra fins. Ce qui est amusant, c'est que Samsung, il y avait des rumeurs depuis des années, depuis 2 ans, de l'arrivée d'un modèle Slim chez Apple. Et c'est Samsung qui a pris de vitesse à Apple, hein. Oui, il est sorti quelques mois avant. Et c'est vrai que quand on l'a eu en main, et là, ça fait plusieurs mois que je l'ai en ma possession, Le Galaxy. le Galaxy Edge, S25 Edge, c'est vrai que c'était tellement différent que on n'avait presque plus envie d'utiliser des téléphones qui sont quand même notre quotidien depuis plusieurs années, parce qu'il n'y a pas eu un form factor qui a beaucoup changé depuis l'iPhone 11, Ouais. je crois, de mémoire. Mhm. Et donc c'est vrai qu'ils ont été les premiers à dégainer, et dès qu'on l'avait à main, il y avait une légèreté, quelque chose d'assez énorme, qu'on avait déjà un petit peu vu avec le Fold 7, parce qu'il était beaucoup plus fin que le Fold 6 déjà, hein, parce que je peux le dire également, parce que je l'utilise aussi quotidiennement, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc voilà, il y avait des rumeurs de l'iPhone Air. Je crois bien. Il y avait des rumeurs sur l'iPhone Air. Il se trouve que ces rumeurs ont été complètement, sont parties en sucette avec donc le Galaxy Edge. Donc si on compare donc la finesse, l'iPhone Air est à 5,6 mm d'épaisseur et le Galaxy S25 Edge est à 5,8 mm. Donc l'iPhone gagne. Gagne, oui, mais est-ce que tu arrives, Alors, excuse-moi mon Là, on sombre dans la mauvaise foi. Là, voilà. Est-ce que, s'il te plaît, on peut faire une émission, voilà, merci Laure. Sérieuse. Sérieuse, C'est pour ça sans que mauvaise là, foi. elle va rétablir C'est l'équilibre. parti. Qui, sur cette terre, peut distinguer 0,2 mm de Sauf qu'en différence? plus, on ne compte pas ce qu'ils appellent le plateau, hein. Oui, voilà, là, Pour le voilà. plateau, il est beaucoup plus épais. Oui, parce que alors, quand on sort le pied à coulisses, on se rend compte qu'en fait, on est quand même loin des 5,6 ou 5,8 mm. Il faut de la place pour les blocs photos et ça, Voilà. il n'y a pas de secret. Christophe, les deux Christophe, vous les avez eus en main. Ce qui frappe, c'est surtout la légèreté une fois qu'on a les 2 appareils en main. Oui, c'est vrai que on voit vraiment la différence en fait par rapport aux autres smartphones du marché, tout simplement. Et c'est vrai que malgré tout, tu vois, il y a cette facilité à le prendre en main. Là, enfin, les deux, en fait, hein, globalement, que ce soit le Galaxy S25 Edge ou bien l'iPhone Air, sont 2 téléphones en fait qu'on prend plaisir à prendre en main, même s'ils ont une forme différente, on va sans doute y revenir. L'iPhone Air étant un peu plus arrondi et le Galaxy S25 Edge étant plus carré et plus finalement basé sur la thématique de design que Apple avait dans le passé. Mais en dehors de ça, en fait, effectivement, comme disait Stéphane, 2 mm, en fait, c'est très très difficile à pouvoir percevoir malgré tout. La finesse et la légèreté, tu parlais de l'ADN d'Apple avec la lignée des MacBook Air tout à l'heure, Christophe Romeilly, mais la légèreté et la finesse, c'est aussi l'ADN d'Apple. Et Apple, il revient. Il avait un peu oublié ces dernières années au profit d'appareils plus encombrants, mais plus autonomes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bien joué. Moi, l'iPhone Air, voilà, ça fait un peu plus d'1 mois que je l'utilise. C'est mon smartphone quotidien. Un très bon ressenti. Après, on va en parler tout à l'heure sur les points qui sont négatifs, mais c'est un super smartphone.
bon, le prix est un peu excessif, mais s'ils baissent le prix, ils peuvent faire un carton, en fait. Seulement 165 grammes pour l'iPhone Air, hein, donc c'est quand même très léger. C'est 39 grammes de moins que l'iPhone 17 Pro, hein, pour vous donner une idée. Et 66 grammes de moins que ma brique, mon iPhone 17 Pro Max. Donc ça commence à sentir... on sent vraiment l'écart une fois qu'on l'a en la main. Moi, c'est pas mon iPhone principal, vous l'aurez compris. Mais quand je l'ai gardé toute la journée et que j'ai repris le soir mon iPhone Pro, j'avais vraiment l'impression d'avoir une brique en main, Laure. Le truc, c'est qu'on prend l'habitude assez rapidement. Et d'ailleurs, tout le monde parle du poids au lieu de parler de l'épaisseur en réalité, parce que c'est ce qui change l'expérience. C'est ce qui fait que c'est moins désagréable à avoir dans sa poche, c'est plus agréable en main. Enfin, ça change tout, en fait. Donc là, il y a eu un vrai effort. Le changement de matériaux, il joue pour beaucoup. La batterie, un peu plus petite, effectivement. Et c'est ce qui compte, oui. Une fois qu'on a goûté à ça, revenir à un iPhone de format classique, Une brique. c'est peut-être un peu plus compliqué. Un bon. iPhone ou un autre smartphone, d'ailleurs. Oui, bah oui. Ouais, c'est sûr. Au niveau du poids, ton protégé fait mieux que l'iPhone. Oui, mais c'est pareil. Ce que je disais là, c'est un peu plus léger. On est à 163 grammes. Quelle différence nous avons avec l'iPhone Air 12 grammes. 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. C'est comme les 0,2 mm, c'est pareil. Ça montre qu'ils se tiennent à la culotte. Mais bien évidemment, sauf qu'il y en a un qui a la carte SIM, l'autre pas, mais bon, c'est pas grave. Et un écran plus grand, d'ailleurs. Écran plus grand, bon, passons, mais ça c'est hein. des détails. Non, mais ce que je veux juste dire, et après vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis, moi je suis là pour dire, La vérité. La vérité. Non, c'est vrai, non, mais ce côté design, c'est vrai qu'on a deux bijoux d'ingénierie, c'est quelque chose, et même c'est surprenant que, voilà, ils n'ont pas sorti ça, Samsung, en 2 secondes et demie parce qu'ils savaient qu'il y avait une rumeur avec Apple. Donc en gros, on voit quand même que les deux ont travaillé en parallèle sur les choses, sur ces deux-là, parce que c'est quand même, je pense, une réelle tendance du marché d'avoir des téléphones un poil plus fins. Et même bijoux, tu l'as dit le mot. Hein. Ah bah oui, c'est clairement, pour moi, c'est vraiment, en plus, chez Apple, vraiment, ça c'est vrai que c'est très cohérent. Il est très très beau, hein, l'Apple il- comme le Samsung. Ah non, hein, 4 couleurs hein, chez Apple, blanche, couleur blanche nuage, bleu ciel, c'est Ouais. celle-là, mais on dirait pas qu'elle est bleue. Ouais, c'est le du bleu et le blanc sont un peu bon. Voilà. Or clair et noir sidéral, et on l'a dit, une particularité stylistique cette année d'Apple, c'est ce plateau qui n'est pas là par hasard. Eh ben non, parce qu'il héberge la majorité des composants hors batterie de ce téléphone, puisque l'idée, c'est de laisser un maximum d'espace à cette grande batterie, grande en tout cas compte tenu de l'épaisseur du produit, qui occupe donc quasiment tout l'espace bas du smartphone. C'est ce qui explique pourquoi Apple a fait sauter le port pour carte SIM physique. Alors ça peut gêner ou non, ça dépend des personnes, mais effectivement, un port pour carte SIM, ça prend un petit centimètre, ça gêne, ils l'ont fait sauter, comme ça on passe à l'eSIM complet sur ce téléphone et on a plus d'espace pour la batterie. Un vrai bijou technologique, pardon, Christophe Romeilly. Déjà, la perte de la carte SIM, ça a été embêtant pour toi. Et au-delà, il y a des contraintes, il y a des compromis à faire. La finance impose des compromis, à commencer par un seul capteur photo au dos, hein, Christophe. Ouais, un seul capteur photo. Bon, on y perd un petit peu en qualité si on avait l'habitude. Moi, j'avais un 15 Pro avant, donc c'est vrai que ça faisait des magnifiques photos. Bon, là aussi, hein, là, j'ai pris beaucoup de photos depuis un mois. Bon, c'est pas mal, mais voilà, après, je voulais revenir sur le poids, parce que 165 grammes, le 16, c'était 170 grammes. Quand on a un iPhone Pro Max, là, on a vraiment un bloc de plus de 200 grammes. Là, on le sent dans la poche et c'est compliqué. La finesse fait qu'on ne ressent pas trop le poids, en fait. Je pense que la finesse joue sur le poids, parce que finalement, 165 grammes ou 170 grammes pour l'iPhone 16, c'est pas forcément très léger. Rappelons-nous, l'iPhone 1, c'était 135 grammes. Hein. Ouais. Bon, c'était un petit form factor, mais 3,5 pouces d'écran, c'était le bon temps. Ouais, il y a l'iPhone 13 mini qu'on a eu qui faisait 130 grammes. Donc là, c'était vraiment léger, c'était vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ce form factor de l'iPhone 13. Bon, c'était un petit écran, mais c'était vraiment très, en termes d'usage, très, très sympa à voir. Moi qui cours régulièrement, j'aimais avoir un iPhone 13 mini dans ma poche pour le poids. Et là, je retrouve la même sensation avec l'iPhone Air quand je cours. Moi, j'ai pas d'Apple Watch avec la SIM. Donc j'emmène mon smartphone et la légèreté est géniale, quoi. L'adoption de l'eSIM, ça a représenté aucun problème pour toi d'abandonner ta carte SIM, de migrer d'un opérateur à l'autre?
Non, non, j'ai eu cette expérience, bien depuis très longtemps, c'est avec le Mobile World Congress, parce que l'eSIM, c'est un vrai sujet et Apple avait il y a enfin presque 10 ans, avait déjà parlé de ça. Il y avait eu un vrai lever de bouclier, notamment en Europe avec Gemalto. Ils n'avaient pas réussi. Bon là, la technologie avance. C'est un frein en Chine, parce que la Chine se méfie de la technologie eSIM, occidentale. Donc ils ont fait leurs propres normes. Là, ils ont ouvert dans quelques régions pour l'iPhone Air, donc ça va s'ouvrir et je pense que ça marche très bien en Chine, l'iPhone Air. Dès que l'eSIM va être accessible, ça risque de faire un carton là-bas. Mais ici, en termes d'usage, les opérateurs ont très bien intégré. Moi, je suis chez Free, ça s'est fait sur leur plateforme web. C'est très accessible, c'est très rapide, franchement, aucun frein d'usage. Christophe Degrave, donc un seul capteur photo, c'est une volonté délibérée, je dirais, d'Apple de vraiment de différencier ce modèle des autres. Tu peux décrire un petit peu les performances du capteur Odo, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, c'est un capteur de 48 mégapixels, comme tu le disais, il est unique, tout simplement. Et puis, tu as dessus un zoom de qualité optique 2 fois. Donc avoir effectivement, en fait, on connaît Apple, ce que veut dire qualité optique, bien entendu. Mais bon, voilà, malgré tout, ça fait des photos équivalentes à un iPhone Pro d'il y a 1 ou 2 générations, quoi. Laure, le zoom qualité optique, c'est une manière en fait, il zoome dans le capteur, c'est ça, pour pouvoir avoir 1x2, c'est ça l'idée? L'idée, c'est du crop, hein, donc oui, le terme qualité, en général, signifie que ce n'est pas vraiment un zoom, mais bon, ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu n'as plus les 48 millions de pixels quand Non, tu on en exploite tu une descends à partie. 12 millions, c'est ça? On descend à 12 millions normalement, si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais la qualité est très correcte. Après, est-ce que ça vaudra un vrai téléobjectif? Et pas sûr. Samsung, Mais Samsung n'en a pas, hein, ceci dit. Samsung n'empêche, n'en a pas, mais est plus généreux avec 2 capteurs photo, même si le design, je dirais, est un peu plus classique chez Samsung. Ouais, mais ils veulent pas décevoir. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'appareil photo? Non, Sur mais les capteurs photo? Non, mais déjà, on verra après. On a un chapitre juste après de Avec les comparaison. rendus, ouais. Voilà, donc vous allez On va voir. le bisomètre. Parce que là, on va Suspense voilà, vous allez pouvoir juger par vous-même la qualité des photos. extraordinaire. Extraordinaire de ces 2 beaux appareils. Non, ça va, pour aller dans les chiffres. Donc Samsung affiche un objectif de 200 millions de pixels avec un autre de 12 millions de pixels en ultra grand angle. Donc, il y a l'ultra grand angle en plus, c'est ça, sur le... Voilà. Oui, ce qui est intéressant quand on fait des photos en ville, par exemple, et qu'on manque de recul, hop, ça permet d'ouvrir l'angle de vision. Donc, meilleure résolution 200 contre 48 et un deuxième ultra grand- capteur de... ultra grand. Sur le papier, là, il n'y a pas match, en fait. Sur le papier, ça ne veut pas dire que les performances sont très, très différentes, mais en tout cas, il y a de la polyvalence au niveau photo que l'iPhone Air n'essaie pas de proposer. D'ailleurs, il n'en est pas capable, il lui manque ce second module. Ouais. Et puis, au niveau du design, donc c'est un peu plus classique, mais ça reste de la belle ouvrage. Hein. Oui, un châssis en titane, Ever Gorilla Glass Céramique 2, donc avec des couleurs titanium silver, Icy Blue et Jet Black que vous avez ici. Voilà. C'est important, cette histoire de titane, quand même. Ouais. On est sur des smartphones qui sont très fins, donc on a besoin de rassurer les gens sur l'idée que leur smartphone ne va pas se tordre quand il s'assoit, par exemple. Bah, il y a les biais. Le Bendgate, hein, c'est... Avec l'iPhone Voilà, 6. ceux qui suivent l'itinéraire d'Apple depuis très longtemps connaissent bien cette idée. Moi, je débarque. Ah bon? Et donc, le titane, ça a le mérite M'étonne d'être pas de plus solide que l'alu, et donc de rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de torsion de l'iPhone, ni du S25 Edge, lorsqu'il y a une grosse pression dessus, notamment quand on s'assoit. Ouais, pas de plateau, donc comme sur l'iPhone, hein, ils n'ont pas concentré l'ensemble de Non, c'est plus des classique. composants au sommet du téléphone. Alors, je vais torturer un petit peu Christophe Degrave, mais il faut bien reconnaître que en termes de rendu et de qualité perçue, c'est vraiment un téléphone premium, le Samsung, largement au niveau de ce que fait Apple aujourd'hui, hein, Tu parles vraiment du design, Olivier, plus des photos? du design. Oui, ben, au niveau du design, moi je trouve que du contraire, j'ai l'impression que le Galaxy, tu vois, est vraiment basé sur une thématique Fanboy. de design d'il y a quelques années chez Apple, tu vois. C'est comme si ils avaient commencé à développer leur Galaxy en se disant, tiens, on va piquer en fait le design de chez Apple, donc plus carré, etc. Et que ben, aujourd'hui ils le sortent et que Apple, justement, comme c'est un téléphone plus fin, s'est dit, ben, on va revenir à quelque chose en fait de plus rond, de plus sympa dans les mains. Donc je trouve personnellement que l'iPhone
R fait plus bijou que le Samsung Galaxy, quoi. Non, mais il a le droit. Non, mais j'aimerais bien savoir le prochain argument, qu'est-ce qu'il va dire. Mais non, il a le Je peux l'interroger. Pour le côté bijou, je le rejoins assez. Ah, merci Laurent, tu parce vois. qu'on a- Mais non. Non, mais c'est de manière assez objective. Je trouve que le S25 Edge est très réussi. Il s'intègre parfaitement au reste de la gamme Galaxy S25, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le côté bijou est accentué par les finitions brillantes de l'iPhone, par ses courbes, par les matériaux qui sont employés, et ça marche effectivement très très bien. Non, quoi donc? Le prochain point, je sais que là, Non, mais alors là, il y a un point où on est tous d'accord, c'est que moi j'étais un peu déçu lorsque j'ai reçu l'iPhone Air, c'est qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. donc on est Quand en. on est en mono, donc il n'y a Ah, pas un deuxième Merci. haut-parleur à la base, il n'y a que le haut-parleur principal. Et c'est vrai, quand on regarde des vidéos, c'est pas tip-top. Bah oui, c'est moins bien. Là, je n'ai plus Ça d'argument. m'a rappelé le premier iPhone quand on était en Edge. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'en pense Christophe? Parce que ça t'a gêné le côté. Là, il y a une vraie différence, le fait qu'ils aient limité pour des questions de finesse et d'encombrement, j'imagine, et limité à un Ouais. seul haut-parleur. Christophe Romeil. C'est sûr. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le son est vraiment limite. Sur l'iPhone Air, ça fait un vrai choc. Quand on met le son, quand on met Apple Music, on lance sa playlist. Il faut avoir une enceinte déportée. Et ouais, c'est dommage. Et si on regarde une vidéo, c'est dommage. Après, si on met des écouteurs, Ah oui, si on met les forcément. AirPods, bon, bah, il y a plus photo, quoi. Je crois Donc, peut-être qu'ils ont misé là-dessus, la légèreté, se dire que c'est les Comme AirPods. l'autonomie avec la batterie, quoi. Arrête de couper les gens, Tim, c'est compliqué à gérer. Ouais, après, Vas-y. après la batterie, c'est bien vu. On pourrait en parler. On pourra en parler après sur leur stratégie parce que il faut pas voir que le côté ils ont sorti une batterie parce qu'il tient pas le timing. On en parlera sur la batterie parce que j'ai pas mal de choses aussi après. Je sais pas si l'autre Christophe a testé la batterie aussi, hein. On y reviendra tout à l'heure sur la batterie, si vous êtes d'accord. Un mot quand même sur les dalles d'écran. Là, il y a également une vraie différence entre les deux prétendants au titre. Bah déjà, une question de format. On en a un qui fait 6,7 pouces, le Samsung, donc, qui est un petit peu plus grand, l'autre qui fait 6,5 pouces. Donc, il est un peu plus petit qu'un iPhone 16 Plus, en fait, que ce modèle R vient remplacer. On a des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz sur les deux produits. L'équivalent de ce qu'on appelle chez Apple le ProMotion. Hein. ProMotion. Mais moi, je vais rester sur la techno. On est sur des écrans LTPO sur les deux appareils. Donc, finalement, il faut voir les perfs en test. Donc, si tu veux, on peut en parler pour le coup. Ouais. Pour avoir Ça fait... donne chez Lumia. Pour avoir fait des mesures, alors je prends mes anti-sèches, hein, sinon je vais mélanger. Les deux annoncent des hautes luminosités. Apple parle de 3000 candela par mètre carré, 2600 chez Samsung. Normalement, sur le papier, l'iPhone devrait être devant. Et dans les faits aussi, alors on retrouve des chiffres un petit peu en dessous. Moi, j'ai mesuré 2800 candela sur l'iPhone et 2350 à peu près sur le Samsung. C'est très lumineux, mine de rien. Là, on chipote parce qu'on est quand même sur des très belles luminosités sur les deux smartphones. Il faudrait quand même être particulièrement exigeant pour dire qu'on voit très mal, même en plein soleil, sur ces deux appareils. Mais l'iPhone, effectivement, l'emporte. Et les deux sont très bien calibrés. Ah, moi, je trouve que les deux écrans sont très beaux. Moi-même, quand je prenais mes photos, je prenais la même photo sur le R et sur le Samsung. C'est vrai que je préférais. Le rendu du Samsung? Bah ouais, mais bon, Le trop plus fidèle, peut-être. Peut-être, ouais. L'arrivée du 3000 nits, c'est vraiment une différence cette année pour si vous venez d'une ancienne génération d'iPhone, parce que historiquement, Laure, Christophe Romeilly, le monde Android était toujours en avance en termes de luminosité par rapport à Apple. Et enfin, cette année, Apple a généralisé les écrans 3000 nits. Et moi qui m'amusais, qui avait du mal à faire des prises de vue en plein soleil, que ce soit l'iPhone 17 Pro ou l'iPhone Air, c'est un vrai plaisir. C'est très très proche du Edge également, mais c'est un progrès qu'on attendait depuis longtemps, les amis. Ils ont associé ce progrès à une amélioration technique complètement invisible. C'est une amélioration du filtre anti-reflet sur les écrans. Et ça, mine de rien, combiné à la haute luminosité, ça fait qu'il y a moins de reflets sur l'écran et qu'on voit beaucoup mieux quand on est en extérieur. Et ça, pour le coup, c'est hyper cool à utiliser. C'est vrai. Je crois, Christophe, qu'on a une petite réaction sur X, sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Enfin, le compte X, on peut dire Twitter. Désolé, Elon, si tu nous regardes. Alors effectivement, on a une réaction de, alors j'ai peut-être écorché son nom, mais Ran Newman, qui nous dit
pour avoir testé les deux en magasin, ce sont de beaux produits, mais pas de bons produits. Ah. Le fait de vouloir faire passer des produits tech en produits de luxe avec de gros compromis techniques ne convainc pas le marché. Et effectivement, c'est un petit peu tout ce qu'on se dit quand même malgré tout. J'aimerais tellement en avoir un, mais à chaque fois, ben oui, c'est la photo, c'est la batterie, voilà, c'est le son, c'est plein de choses. Donc ouais, je peux comprendre moi personnellement sa réaction. Je ne sais pas pour toi, Olivier, ou pour nos autres amis. Christophe Roméry, toi, tu as fait le choix de l'iPhone Air cette année. Moi, je trouve que c'est vraiment un produit bijou, un produit, j'allais dire de représentation. Je trouve pas le terme Ouais, mais exact. statutaire aussi. Statutaire. Merci Laure, heureusement que tu es là, que tu relèves le niveau de cette émission, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que c'est pas forcément que ce soit Christophe, Stéphane ou moi, je sais pas Laure, mais on est très geek, donc on fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, donc on est très attentif au nombre de capteurs, mais je sais que plein de gens n'en ont que faire d'avoir autant et privilégier un produit hyper beau, hyper design et hyper léger. Ouais, après, pour revenir sur l'écran, je pense que les gens, c'était une vraie demande d'avoir un écran très lumineux, notamment pour que quand on est en plein soleil, on n'ait pas ce souci. On peut rappeler qu'il est fort probable, on ne sait pas, mais que ça soit quand même Samsung Display. Donc c'est quand même, ils ont une très belle expérience dans les écrans. Les iPhones ont eu du LG, du Beau. À mon avis, c'est du Samsung Display. Mais voilà, c'est une très belle réussite au niveau de l'écran. C'est très clair pour nous. C'est très lumineux. Et alors, c'est vrai que ça fait l'effet bijou, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va continuer à comparer nos deux téléphones ultra fins, mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui est en vacances, c'est notre ami Stéphane qui s'y colle. Stéphane. Oui, alors on va parler d'un sujet qui va arriver, dont on va beaucoup parler. C'est donc un iPad pliant de 18 pouces. Donc ce ne serait pas un iPhone pliant qu'Apple sortirait. Ce serait un iPad pliant parce que selon Bloomberg, donc Apple travaillerait sur un iPad pliant de 18 pouces avec un écran OLED dans la lignée de ce que propose déjà Huawei avec sa MacBook Fold. Le projet baptisé pour l'instant en interne J312 c'est précis, hein ? serait un appareil sans écran externe, uniquement un grand écran interne qui, une fois déployé, offrirait une surface d'un ordinateur portable de 13 pouces. La différence majeure avec un laptop classique, c'est que toute la partie inférieure serait tactile et remplaçant le clavier, le trackpad par un écran. Donc voilà. Besoin de clavier. La date de sortie, par contre, c'est pas pour tout de suite, ce serait 2028. Bon, ça va. Voire même 2020. Forcément, les leakers auront forcément un jour raison. Laure, on en est où c'est pas une question piège, hein, du marché du téléphone pliant. C'est vrai que en tant que fan d'Apple, quand je vois Stéphane arriver avec son Samsung pliant, ça me donne envie. J'aimerais bien avoir l'équivalent sous iOS. Est-ce qu'il y a vraiment un fort engouement aujourd'hui autour de ces téléphones pliants ? Alors, fort engouement, on est loin d'arriver à des volumes monstrueux, mais ça prend quand même. J'ai plus les chiffres en tête, pardon, j'aurais dû réviser. Non, mais en tout cas, on sent que c'est là pour rester. Ça fait. Samsung est capable de nous sortir un Edge comme ça. C'est aussi parce qu'ils ont l'expérience du smartphone pliant depuis 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils savent intégrer à des produits de plus en plus fins des composants. Et en fait, là on est encore au stade où c'est très cher. Ça reste très cher parce que les écrans sont des composants très chers et qu'un écran pliant, c'est ce qui ça reste coûte. Un marché de niche. Ça reste un marché réservé à une certaine frange des consommateurs. Ça me semble parti pour durer encore un petit peu. En revanche, c'est un marché qui s'installe. Oui, Christophe. Avec plaisir. Donc du côté des chiffres, en fait, on en est, en fait, donc d'après TrendForce, on en serait à 1,6%. En 2023, donc il y a quelques années, et là maintenant on en serait aux alentours de 5% de part de marché sur les smartphones. Donc ça reste encore modeste. Qui est modeste, mais qui est encore pas négligeable. Sachant que peu d'acteurs finalement sont investis sur ce marché. Déjà le numéro 1, en tout cas l'un des initiateurs piliers du marché. Samsung est dessus, mais Apple n'est pas encore dessus, donc on a quand même une grosse part du marché qui ne joue pas dans cette course-là. On a le numéro 3 qui joue uniquement en Chine, donc voilà, c'est Xiaomi. Xiaomi qui ne vend pas de smartphone pliant, hormis un modèle qui est sorti il y
il y a quoi, 1 ou 2 ans. Oui. Voilà, mais bon, ils n'ont pas sorti leur pliant, en tout cas au format fold comme ça, au format livre. Donc en fait, le marché est resserré sur très peu d'acteurs qui ne vendent pas partout. Donc quand ça va se démocratiser chez l'ensemble des vendeurs, là, ça va augmenter assez rapidement, je pense. Seconde info, c'est pas une rumeur cette fois-ci. Ah, c'est pas une rumeur, c'est une information. C'est l'épilogue d'une bataille judiciaire qui a duré 12 ans. Donc la justice française vient de condamner Apple, et oui, à verser au total 48 millions d'euros, dont 38,7 millions d'indemnités réparties entre les opérateurs français, Bouygues Télécom qui empoche 16 millions, Free qui en empoche 15 et SFR 7,7 millions. À cela s'ajoutent 8 millions d'euros d'amende et 950 000 euros de frais de procédure. L'affaire remonte à 2013, à l'époque du lancement des iPhone 5S et 5C. Oh, ça ne rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Apple imposait des contrats jugés drastiques aux opérateurs qui étaient les principaux vendeurs d'iPhone en France. Ces contrats obligeaient les opérateurs à acheter des volumes importants d'iPhone, à financer le marketing d'Apple à hauteur de 7 à 8 millions d'euros par an à l'époque. Et c'est Apple qui fixait même les prix de vente. Et cerise sur le gâteau, Apple pouvait utiliser les marques et brevets des opérateurs sans contrepartie. Le tribunal a estimé que ces pratiques violaient le code du commerce en créant un déséquilibre significatif. Ironie du sort, Oui. seul Orange a été débouté. Le tribunal estimant qu'il aurait dû refuser et signer. Donc maintenant, la question maintenant qui brûle les lèvres, c'est est-ce que Apple va faire appel? Oui, Apple a fait. A fait appel parce que ça créerait un précédent et je pense que d'autres s'appuieraient dessus. Voilà. Apple a fait appel. Dans ce cas, effectivement, on le voit en regardant les publicités d'Apple, que ce soit les publicités télé ou les publicités papier, quand il y en a encore, même les publicités sur le web. À la fin de la publicité, la pomme se Il y a un transforme logo. avec un logo de l'opérateur. C'est à savoir que c'est l'opérateur qui paye, Bah, Tout à fait. qui paye la pub. Donc, ça montre qu'ils ont une influence et ah oui, une impunité même. Oui, qui va très loin. c'est vraiment la seule marque à pouvoir fonctionner de cette manière. On aura la suite dans quelques mois. On parle des serveurs d'Apple. On sait enfin. Serveurs d'Apple, c'est quoi? C'est pour Alors, Apple Intelligence, c'est ça? Voilà, exactement. Alors voilà une découverte assez intéressante pour les fans de tech Ouais. que nous sommes tous. Surtout toi. Surtout bon, toi, moi, hein. Les serveurs d'Apple est en train de produire aux États-Unis pour son infrastructure private cloud compute, celle qui alimente l'infrastructure qui alimente donc l'Apple Intelligence, serait conçue autour des puces M5. Donc c'est un développeur qui a déniché cette information dans la version release candidate d'iOS 26.1 sortie en début de semaine. Donc il a trouvé cette référence sur un nouvel ordinateur avec le code interne. Alors, ce qui est intéressant Voilà. dans ce que tu décris, c'est que c'est à la fois de l'eau au moulin pour faire plaisir à l'administration Trump, parce qu'elle tape à la porte d'Apple en disant produisez aux États-Unis. Ouais. Donc, comme par hasard, il y a un petit serveur qui sort, mais personne ne l'a vu et il est réservé uniquement aux usages d'Apple. Il y a quand même un énorme contrat de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars qui a été signé avec plus. Nvidia il n'y a pas très longtemps par Apple, qui montre qu'a priori, ils ne vont pas forcément utiliser leur architecture propriétaire pour ça. Donc là, j'aimerais bien qu'Apple nous le montre un jour, ce serveur. Ça m'intéresse. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vraiment une stratégie cohérente qui permet à Apple de multiplier les serveurs pour des coûts relativement limités, tout en gardant le contrôle total sur sa chaîne Ça, c'est technologique. Voilà. L'avantage de la puce M5, en tout cas la promesse, c'est l'économie d'énergie et la faible consommation énergétique à suivre. On a beaucoup parlé, ça a énormément buzzé depuis une dizaine de jours autour de ChatGPT. Oui, le 21 octobre est sorti ChatGPT Atlas, qui est un nouveau navigateur. Bon. Donc ça frappe un grand coup, c'est un nouveau navigateur web. C'est vrai que ça vient concurrencer Chrome et un 2 mois de Safari. Mais bon, l'idée, vous le savez, c'est donc vous aurez un navigateur et en même temps un agent qui est attaché à ça. Pour l'instant, Atlas est disponible uniquement sur macOS, pour l'instant. Donc, les versions Windows, iOS et Android viendront un petit peu plus tard, je pense. Mais donc, en gros, ceux qui utilisent Chrome auront quand même les mêmes repères parce qu'ils utilisent le même moteur qui est Blink, donc qu'on utilise depuis des années sur Chrome. Mais moi, j'ai fait la bascule. Je vous le dis, et je n'utilise plus que ça. C'est une base Chromium. Hein. Ah oui, tout à fait. Ça marche super bien. Il faut quand même un abonnement ChatGPT Plus pour avoir toutes les fonctionnalités. Oui, mais franchement, c'est le fait d'avoir embarqué ChatGPT. En fait, grosso modo, c'est une des briques supplémentaires qui pourrait encore affaiblir Google. Il faut juste se dire qu'il y a une vingtaine d'années, il se passait quand même quelque chose d'incroyable. C'était que Yahoo a été tué par Google. Et là, on pensait que Google serait... J'ai encore Yahoo, moi. Non, bien sûr, je te crois. Comme Lycos.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, quelque chose qui paraissait improbable, est-ce que Google va être un peu tué par OpenAI? En tout cas, il y a de la place pour plusieurs. Et on termine par une somme déraisonnable. Oui, alors à quelques jours des résultats, la présentation des résultats financiers d'Apple, prévue ce vendredi, donc le jour de diffusion dont refait le Mac, les analystes s'accordent sur un chiffre impressionnant, la division service, qui est un peu le totem, le trophée de Tim Cook depuis qu'il a pris la tête C'est d'Apple. lui qui est l'acteur et le papa de la division service. Hein. Et donc, il devrait dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Plus précisément, les estimations tournent autour de 108 milliards, un peu plus de 108 milliards, donc soit une progression par rapport à l'année dernière de 13%. C'est plus que l'intégralité du chiffre d'affaires de Tesla et de Walt Disney, si ça peut vous donner une idée de ce qu'il a fait. Donc, cette division service regroupe, je vous le rappelle, un large éventail d'activités. L'App Store, que nous connaissons tous, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, Apple Care, Apple Pay, Apple Card, plus les revenus publicitaires et l'accord juteux avec Google pour être le moteur de recherche par défaut. Voilà. Pour combien de temps encore? Au bout de combien? Mais je pense que là, ils sont quand même... Là, je vois mal... Est-ce que sérieux, toi, tu pourrais enlever ton iCloud et aller sur Dropbox ou sur Google Drive? Non. Personne n'irait, donc je pense qu'on est coincé. La seule chose que nous pourrions faire, c'est d'augmenter notre capacité. Donc je pense que pour quelque temps, la division service. Sinon, j'avais deux petites news supplémentaires dans ce Nvidia qui sont liées un peu à la bourse. On a eu cette semaine quelque chose un peu d'historique, mais qui va sûrement entraîner d'ailleurs les autres grandes sociétés de technologie. Nvidia a dépassé les 5 000 milliards de valorisation boursière. Donc Microsoft a dépassé les 4 000 milliards. Apple va les dépasser aussi. Donc on est quand même sur un... Ça, sans intelligence artificielle. Oui, non, ça va être le jour où ils vont faire de l'IA, les amis. Non, mais je vois quand même qu'il y a un effet d'entraînement qui est un peu dingue. Et il y a une info qui est sortie quelques instants avant qu'on commence à tourner cette émission-là. Mais OpenAI pourrait rentrer en bourse au second semestre 2026 et ça serait a priori la valorisation la plus grande de l'histoire en introduction à plus de 1 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui tournent à la tête. Voilà. Merci Stéphane pour ce busomètre et on se retrouve la semaine prochaine. Un mot au sujet de notre sponsor Incogni. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des forfaits téléphoniques par exemple, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires à longueur de journée pour vous retirer des listes de diffusion, eh bien c'est que vous êtes victime de data brokers. Kezako, les data brokers, ce sont des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès des commerçants en ligne ou services auxquels vous êtes abonné quand ils ne profitent pas de fuite de données carrément. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, les newsletters, les cartes de fidélité pour obtenir vos emails, numéros de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inonder de coups de fil. Bien sûr, selon la loi européenne sur la protection des données, la RGPD, vous pouvez demander à des data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est long et c'est un long chemin de croix au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Incogni. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout et va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site Incogni et constater le nombre de bases de données qui ont été supprimées ou qui ont supprimé vos infos. Incogni automatise même les demandes de suppression répétées, c'est dur à dire dans le temps, pour éviter que les data brokers récupèrent de nouveau vos informations personnelles après une première suppression. En utilisant le code RLM ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, ou encore en scannant ce QR code, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Incogni. Merci Incogni de nous soutenir. Gros plan à présent sur ce qui est considéré comme le talon d'Achille de ces deux téléphones, l'autonomie de la batterie. Autonomie trop mince, c'est de faire des jeux de mots, hein. On fait ce qu'on peut, hein. On fait le Mac. Alors, c'est vraiment le prix de la finesse, hein. Ces deux modèles sont équipés de batteries plus petites que sur des modèles plus classiques. C'est honneur à ceux qui l'ont testé sur le couture, à savoir les numériques. Bah oui, alors mécaniquement, on a des batteries qui sont assez petites. Elles sont quand même en deçà des 4000 mAh, c'est pas beaucoup, hein.
Aujourd'hui, on a des smartphones qui ont 5000, 6000, voire 7000 mAh, donc c'est tout petit. C'est pour ça que la question de l'autonomie Elle est cruciale, légitime. bien sûr. Mm. Et surtout quand on sait que c'est quand même un des critères d'achat les plus importants, et forcément, on le sait au quotidien, un téléphone peut être aussi bon qu'il le souhaite, s'il ne tient pas toute la journée, il n'est pas bon, effectivement. Ça gâche L'iPhone Air, tout. donc il est Donc l'iPhone Air, il est... 3150 Ouais, alors Apple ne communique jamais vraiment sur la capacité exacte des batteries, hein, mais bon, on sait que c'est à peu près 3150. C'est 3900 chez Samsung, donc une plus grosse batterie à l'intérieur du Galaxy S25 Edge. Donc sur la capacité pure, Samsung l'emporte avec 25% de plus en termes de capacité. Dans les faits, l'iPhone Air, il est loin de démériter. Ça, c'est grâce à l'optimisation apportée par la pomme et par une certaine maîtrise de la chauffe. Alors, la chauffe, il y en a. Hein. Oui, ça on l'a constaté, mais avant de parler de la chose, c'est-à-dire que la particularité d'Apple, donc, c'est de maîtriser le hardware et le software, donc ils arrivent à avoir une meilleure efficacité énergétique. C'est ça un petit peu la promesse, en tout cas. C'est la promesse, et puis dans les faits, alors, c'est pas l'iPhone le plus endurant, hein, on va pas se mentir. Non. Je crois que tu as un iPhone 17 Pro. Max, ouais. 17 Pro Max, plus endurant. bon, il ne va pas jouer tout à fait dans la même cour qu'un 17 Pro Max, qui a une batterie plus imposante, qui a plus de place aussi pour être intégré, qui s'en sort beaucoup mieux. Là, on tiendra la journée, oui. Mais Alors, bon, pas forcément plus. Apple annonce une autonomie de 27 heures en lecture de vidéo contre 24 heures pour le Samsung, donc ils annoncent 3 heures de plus. Qu'est-ce que vous avez constaté réellement entre les deux protagonistes? Qui sont les... Alors, c'est le moment où je ressors mes petites Ouais, fiches. en chiffres, quels sont celui qui est sur le banc de test Alors, attends. numérique se ressort gagnant? Je reprends mes petites fiches parce que je ne me rappelle plus. Honnêtement, les deux sont assez moyens. Le Samsung est légèrement meilleur d'après nos tests. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on simule divers types d'usages. C'est pas la lecture de vidéo. Non, c'est pas de la lecture de L'usage vidéo. du Parce que la lecture de vidéo, c'est très bien pour donner une estimation aux gens qui vont sur le site d'Apple, mais ça correspond pas à un usage réel. Dans la vraie vie, on va sur Internet, on va jouer un petit peu, on va prendre des photos, on va écouter de la musique, on va faire plein de trucs, envoyer des messages, voilà. Les réseaux sociaux et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça, alors on peut pas tout faire effectivement en laboratoire, mais l'idée c'est d'en faire un maximum. Et sur notre protocole de test, l'iPhone Air a tenu 2 heures de moins à peu près que le modèle de Samsung. C'est un gros écart. Hein. C'est beaucoup. un écart moyen. L'un tient un peu plus de 24 heures, l'autre tient un peu plus de 22 heures sur notre protocole. C'est tout à fait correct. Dans la vraie vie, ça signifie surtout qu'ils tiennent une petite journée tous les deux et que l'iPhone Air sera peut-être à bout de souffle un petit peu plus tôt que le modèle de Samsung. Christophe Romy, tu as constaté, toi qui venais de la gamme Pro auparavant, une vraie différence cette année en termes d'autonomie ou en termes d'usage, tu es grosso modo dans ce que tu obtenais l'année dernière avec un iPhone un peu plus ancien? Ouais, un petit peu moins d'autonomie, en sachant que, comme ça a été dit, voilà, si tu as un usage comme nous, on peut avoir au niveau professionnel assez intense, il va tenir 8 heures à peu près, et à ce moment-là, il faut le charger ou avoir une batterie annexe. Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que la cible d'Apple pour cet iPhone Air, c'est les minimalistes, c'est les urbains, c'est les early adopters. Bon, après, est-ce que le design ne te fait pas effacer la batterie, en fait? Est-ce que tu sais que tu vas avoir un peu moins de batterie qu'un iPhone Pro Max, c'est évident, mais tu n'as pas le design, tu n'as pas la finesse, tu n'as pas la légèreté, voilà, il y a plein de choses, c'est différent. Donc, c'est pas catastrophique, hein, Olivier, c'est pas catastrophique. Christophe, en fait, quand on regarde les chiffres d'Apple ou même les chiffres des numériques, on s'aperçoit que les résultats sont au niveau d'un iPhone peut-être plus épais avec plus de batterie de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Donc, pour moi, l'iPhone Air, il n'est pas déshonorant en termes d'autonomie. Non, tout à fait. Effectivement, même s'il a une batterie qui est plus petite, malgré tout, derrière, comme on le soulignait il y a quelques minutes, globalement, Apple a vraiment une consolidation, une maîtrise de sa partie logicielle. Et donc, effectivement, tu as un mode d'économie d'énergie qui est d'office activé. En fait, tu l'as toi-même constaté lors des unboxings, Olivier. Tu vas avoir le processeur A19 Pro qui va être peut-être un peu moins consommateur qu'un Snapdragon au niveau énergétique. Pareil, en fait, pour son modem,
C1X qui est propre à Apple et qui est une puce en fait 5G et un modem en règle générale en fait qui consomme quand même très peu d'énergie. Donc malgré tout, je pense que tu vois la grandeur, la taille de la batterie n'est pas totalement révélatrice parce qu'à côté, s'y adjoint un processeur qui tourne bien et qui consomme peu d'énergie, un modem qui est une puce en fait qui est peu consommatrice d'énergie et un logiciel surtout qui connaît par cœur la brique matérielle. Donc au final, en fait, tu te retrouves avec quelque chose de tout à fait cohérent, quoi. On comprend la stratégie d'Apple, peut-être plus sur le long terme, parce que c'est encore un peu tôt parce que c'est la première génération, cette volonté, on l'a déjà vu depuis plusieurs années maintenant, de produire sa propre puce, alors que du côté de Samsung, on utilise une puce plutôt du marché Qualcomm, alors que Samsung, à l'origine, produisait ses propres puces, donc c'est assez étonnant. Et continue de privilégier, en tout cas sur ces derniers modèles, des puces de chez Qualcomm dont il est sûr de la performance. Énergétique, en tout cas. Oui, et puis même de la performance brute, finalement. C'est la puce la plus rassurante. Elle a fait ses preuves aussi au sein d'autres produits. Je pense que c'était quand même le choix de la raison d'utiliser ce type de puce. Et le choix d'Apple d'aller vers à la fois produire soi-même son modem Wi-Fi, enfin sa carte Wi-Fi, de son modem 5G et sa puce Bluetooth, c'est pas uniquement une volonté d'asseoir et de ne plus être tributaire de sociétés comme Qualcomm notamment, c'est aussi peut-être une volonté d'aller vers plus d'efficience également. Logiquement, en maîtrisant tous les maillons de la chaîne, Apple a la maîtrise de l'ensemble des éléments qui composent son téléphone, ce qui lui permet de mieux les assortir en tout cas. Ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué pour des fabricants qui s'approvisionnent chez des fournisseurs différents. Et ça, c'est sa grande force, d'assortir vraiment son logiciel, son matériel, et d'en faire un produit le plus efficace possible. Stéphane, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour le Galaxy Edge que tu les utilises quotidiennement. Quel est ton verdict au registre de l'autonomie ? Alors, sachant que je les utilise comme des miroirs, c'est-à-dire que j'ai même WhatsApp, j'ai tout, donc je les utilise comme des miroirs. Et donc là, en effet, le Edge tient plus que l'iPhone Air. Ouais. Voilà, donc je ne passe pas de coup de fil. Confirme les. Non, mais sauf que moi, la seule chose que je fais pas, sauf que je ne fais pas de coup de fil, en gros, voilà. À part des coups de fil, à part peut-être quelques WhatsApp vidéo que je peux éventuellement avoir, que je prends invariablement sur l'un ou sur l'autre. En effet, il y a une différence. Après, et ça va faire plaisir à beaucoup, mais en tout cas, s'il y a un truc que moi, c'est vrai que je pourrais jamais, que je peux dire, l'iPhone Air, c'est ma plus belle expérience d'iPhone que j'ai eue depuis que j'ai les iPhones, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi finir. C'est qu'en gros, c'est tellement agréable. Le clavier de l'iPhone est inégalable par rapport à celui du Samsung. C'est-à-dire que quand je veux taper quelque chose, etc., je suis plus à l'aise sur l'iPhone. J'ai plus de repères. Et c'est vrai que quelqu'un avec une baïonnette qui te menace. Mais rien du tout. Mais j'ai dit la même chose. J'ai dit si on mettait iOS sur Samsung. Stéphane, est-ce que je t'ai dit que je t'aimais tellement en fait, Oui, bien sûr. Non, mais toujours été mon préféré. Je sais. Non, mais bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux juste dire, Christophe, à tous les autres, c'est vrai que si on mettait iOS sur le Edge serait bien meilleur encore, même sur les Samsung, sur tous les Samsung. iOS, par rapport à l'écosystème, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que pour une déclaration d'amour là. Non, mais non. Je dis juste ça. C'est que en vrai, c'est vrai que c'est la plus belle expérience d'iPhone que j'ai pu avoir. Néanmoins, crypto-monnaie, non mais rien. Sauf que les compromis, et on l'avait dit d'ailleurs avec Didier, qu'on a au départ, donc l'appareil photo, la batterie. On va parler dans un instant. Mais bon, vous allez le voir là. Et le haut-parleur, c'est vrai que ça peut pas être un téléphone principal. Tandis que le Edge peut être un téléphone principal. Voilà. Ah ben voilà qui est précis. Pour tes usages, à toi en tout cas, moi, oui. Sont des usages avancés. Une réaction sur X, je crois, Christophe. Alors, du côté de X, oui, on a Mano qui nous dit le constat d'échec d'Apple, sortir une batterie MagSafe spéciale en même temps que l'iPhone Air prouve bien que la batterie intégrée n'est pas suffisante pour un usage normal. Ça, c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion lors du live. Je ne sais pas si tu te souviens, Olivier ou Stéphane, mais on s'était dit tout de suite, bon sang, en fait, tu sors pas ton produit et avec une batterie à coller, quoi. Non, limite, tu la sors après ou bien t'en parles pas, mais tu fais pas ça. Sauf, Romain, c'est vrai, une vraie erreur marketing comme Apple en a rarement fait, je trouve, personnellement. Ils envoient un message très négatif. Ouais, ça a été pris très négativement. Je pense qu'on a eu le même réflexe, effectivement, de ce que tu viens de dire, Christophe. Après, c'est les rois de l'accessoire. Et je pense que quand ils ont discuté
depuis quelques années sur l'iPhone Air. Ils ont dit c'est une étape de design importante pour nous. Ouais, on va lancer la batterie aussi parce que quand on réfléchit, en fait, ça fait sens. Moi, je trouve que ça fait sens. C'est pas déshonorant. De toute façon, on l'achète chez un Chinois. On va l'acheter. Même moi, ayant eu des iPhone Pro Max, d'accord, iPhone Pro Max, j'avais quand même des batteries secondaires pour tenir. Quand on couvre un événement, Olivier, comme le Mobile World Congress ou comme le Web Summit, enfin bref, on a besoin de batteries externes. Aucun modèle ne tient la charge, aucun. Oui, Voilà, Stéphane. parfait. En fait, Stéphane fait des petits non, points sur place. non, mais c'est pas. Je suis d'accord. De toute façon, on a tous nos batteries de mobile. Parfois, quand on cherche, ce qui coûte le plus à la batterie, c'est quand on est dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau. Il cherche, et ça fait descendre la batterie quoi qu'il arrive, quel que soit le truc. Donc, on a tous des batteries portables. Mais là où il y a eu une erreur, c'est qu'ils ont communiqué. Ils avaient écrit, on peut regarder un film jusqu'à 40 heures de vidéo avec la batterie. Mais pourquoi ils ont communiqué sur ça? Ouais, je pense Pourquoi que c'était un peu trop loin. Ah non, mais là, dire qu'on fait 40 heures de vidéo avec l'iPhone Air, mais. J'ai rien à ajouter là, je suis Ah non, mais sincèrement. très compliqué à trouve- entendre. Et en plus, quand on voit le prix donc, de cette batterie qui est certes fine, mais qu'on peut trouver dans d'autres marques à bien moins cher. 4 à 5 fois moins cher. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose. En gros, ils nous ont presque dit c'est presque obligatoire d'avoir cette batterie pour que le téléphone marche. Alors après, il faut regarder. Nous, on regarde avec notre œil européen. Ah oui. Après, il faut regarder au niveau monde. Si tu prends la Gen Z, c'est-à-dire les 15-35 ans, ils regardent 40 heures, ils se font des séries d'affilée. Et donc, ça a du sens de donner une batterie à un smartphone pour te dire, avec ça, t'inquiète pas, tu vas pouvoir regarder ta série Netflix en entier le week-end, pas de souci. Dans tout lancement des grandes marques, et pas qu'Apple, mais Samsung et tous les autres, il y a une vraie réflexion marketing sur des cibles très précises. Et là, je pense que c'est un message très ciblé pour la Gen Z qui est vraiment un terrain de guerre pour les constructeurs de smartphones. Une autre réaction sur X, Christophe. Oui, on a monsieur Cracra Cricri, non Cricri, pardon, je vais y arriver. Dans la vraie vie, les gens qui se plaignent de l'autonomie, il y a beaucoup de batteries de 5000 mAh, minces, légères, MagSafe, de marques reconnues à moins de 40 €. Effectivement, il a raison quelque part. En fait, il y a d'autres accessoiristes que Apple, bien entendu, où on va trouver des accessoires en fait de qualité et qui te permettent de prolonger la vie de la batterie durant la journée pour ton smartphone. Alors c'est vrai que sur le papier, et vous l'avez bien montré du doigt, ils tiennent tous les deux, même si le Galaxy tient un peu plus une journée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qui a à son bureau n'a pas un chargeur ou une petite batterie dans sa poche? Est-ce que c'est pas forcément un débat, une tempête dans un verre d'eau? Mais encore une fois, c'est les performances d'un téléphone qui correspond à un téléphone haut de gamme d'il y a 1 ou 2 ans en arrière. Je crois pas parce que on mesure à quel point c'est important le jour où on en a besoin. Et l'idée, c'est de ne jamais en avoir besoin. Et le jour où on part, je sais pas, on a une très grande journée, puis on enchaîne avec une soirée, on a besoin de son téléphone pour rentrer chez soi et être rassuré. On part en week-end et on va faire énormément de photos, on passe sa journée sur son téléphone avec son GPS. C'est à ce moment-là qu'on mesure à quel point c'est important d'avoir une bonne autonomie. Et dans ce cas-là, C'est toujours quand on en a le besoin que le besoin devient criant, quand mais on oui, l'a pas. effectivement. Mais bon, cette batterie, elle montre, c'est aussi une démonstration, être capable de dire, nous, on les a, ces batteries aimantées. MagSafe, c'est nous, et les autres ne les ont pas. Et effectivement, le S25 Edge, Il n'a pas de MagSafe. alors non, il est compatible Qi 2, mais ready. Et Donc, là, il faut une coque adaptée pour pouvoir lui fixer une batterie aimantée. Tu as ta batterie avec toi? Non, Là-bas, si tu veux. on ne va pas la chercher. Ça va pas marcher de toute Donc façon. on ne peut pas l'aimanter. Ah, Non. voilà un argument. Il faudra une coque spécifique Pourri, pour t'as pouvoir en été profiter. objecté en mettant le doigt dessus. Tu l'as dit, donc ils font pas jeu égal au niveau du MagSafe parce qu'effectivement, même s'ils rechargent aussi vite tous les deux, donc en 25 watts en filaire et 15 watts en sans fil, il n'y a pas donc c'est l'équivalent de la vitesse du MagSafe, mais il n'y a pas le système aimanté comme équipe notamment le Google Pixel qu'on a déjà testé dans cette émission. Donc il y a une petite différence. C'est pratique le MagSafe, bien qu'il y ait des housses qui intègrent un... Oui, mais dans ce cas-là, on ajoute de l'épaisseur au téléphone, Ah donc on perd un petit quelque chose. Oui, d'accord. Allez, on va s'intéresser maintenant aux performances de ce téléphone et on commence par la photo.
On l'a dit en préambule de cette émission, 2 philosophies différentes, un vrai fossé entre l'Apple et le Samsung, hein, avec d'un côté un seul capteur sur l'iPhone Air et 2 capteurs sur le Galaxy S25 Edge, hein, avec des vraies différences. On a dit 48 millions de pixels sur l'iPhone Air et un grand angle uniquement, et 18 millions sur le capteur frontal. Zoom numérique x2 sans perte. Le Galaxy S25, tu le disais, lourd, 200 millions de pixels grand angle, mais surtout un deuxième capteur ultra grand angle. Par contre, un peu moins bien regardé sur la caméra avant, 12 millions de pixels. Pas de téléobjectif sur les deux, donc zoom numérique x2 sur les deux, donc là ils font jeu égal. Qu'est-ce que ça donne du côté photo au registre des clichés? Regardez, on a comparé nos prises de vue habituelles que nous faisons au dernier étage, sur le toit terrasse ici du village de Bassy à Paris, en photographiant la Dame de Fer derrière moi, à savoir la Tour Eiffel. Regardez, on en commence par le grand angle. Alors encore une fois, voilà, je sais pas ce que la différence se fait plus sur le comment dire, le réalisme du rendu. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui va peut-être plus être un peu plus éloignés de la réalité. Alors, je sais pas quelle était la réalité, mais c'est vrai que le ciel est plus bleu. Sur le Galaxy S25. Voilà, c'est peut-être une métaphore, mais Non, mais je pense qu'il est plus dans la réalité là. Voilà. Le 25 Edge. Alors c'est vrai que la colorimétrie, là je ne sais pas s'il y a Non, il n'y a pas de traitement. si l'écran Oui. est un biais sans doute. Il y a aussi un nuage qui passait devant le soleil quand la photo de l'iPhone Air a été prise. Donc c'est vrai que les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Quasiment été pris Après- en même temps. Hein. Après, le nuage s'en fichait. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que la qualité photo des deux en fait est très bonne au grand angle. Les photos ont un beau piqué, elles sont très détaillées. Ce serait bien qu'on puisse zoomer sur On va passer au mode zoom. En sur la zoom Tour x2. Eiffel, mais Alors, regarde, on a la une qualité est prise très de bonne. vue en zoom x2, si on peut la diffuser entre l'iPhone Air à gauche et le Galaxy S25. Et tu vois à nouveau, regarde, cette différence notable de ah oui, la vue. teinte est assez différente, Ouais, effectivement. et tu vois bien que c'est quasiment pris en même temps. Hein, donc, Ouais, tout à fait. et là, donc on crop dans l'image, c'est ce que tu nous détaillais tout à l'heure, Mhm. et on passe d'un cliché de 48 à 12 millions de pixels. 12 mégapixels, tout à fait. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une grande netteté. Enfin, alors, c'est peut-être un biais que j'ai moi, hein, parce que je suis un peu myope, au niveau des encadrements des fenêtres qu'on voit sur la gauche du Galaxy bâtiments. S25 Edge, qui est plus net Ouais. sur Non, le le côté piqué est Samsung. meilleur sur le 25. Après, le rendu est assez joli aussi sur Mais l'iPhone. en réalité, c'est pas forcément meilleur. C'est tout simplement qu'on voit que le Galaxy S25 a plutôt fait le focus sur l'avant-plan, tandis que l'iPhone Air a fait le focus sur la Tour Eiffel. D'ailleurs, au niveau de la Tour Eiffel, l'iPhone Air est super précis. En fait, on voit presque chaque barreau, tandis que de l'autre côté, c'est plus flou. Alors, on va continuer sur le zoom et puis on reviendra en régie sur l'ultra grand angle et le grand angle après. Je crois qu'on a poussé le zoom à fond numérique exprès pour voir un petit peu ce que ça donnait, sachant qu'on est habitué dans l'univers Android de pouvoir bénéficier des outils d'IA de Google pour améliorer le rendu. Est-ce qu'on a ce cliché en régie? Oui. Zoom x10 max, ça va jusqu'au x100 maintenant sur un Oui, pixel. bon, alors ça, c'est difficile à utiliser au quotidien, hein, mais Alors, c'est plutôt pas est-ce mal. qu'effectivement tu as ce traitement numérique propre au monde Google qui fait que là, c'est pas forcément très visible, hein. non, là, c'est pas visible. Non, mais de toute façon, moi, je reste. Lorsqu'on a fait le test du pixel il y a 15 jours, Ouais. on comparait, Ouais, là, c'est bluffant ah, sur le le pixel. le En pixel- x100, il y a un traitement numérique. Alors, c'est dur de cadrer, hein, mais quand Ouais. on réussit à cadrer son image, effectivement, le traitement qui est apposé à l'image, ça marche pas avec tout, ça marche pas avec les visages, ça marchera très bien sur des textures, des toits d'immeubles, sur l'architecture, je trouve que c'est vraiment pas mal, même sur des feuillages, des choses comme ça. Ça recrée les textures de manière assez bluffante. Il n'y a que Google pour l'instant qui propose ça, et pas sur tous ses téléphones d'ailleurs. Et avantage du Samsung, on l'a dit en préambule, qui autorise donc un deuxième capteur qui autorise de prendre des photos en ultra grand angle. Quelle est la différence si vous avez un iPhone et puis si vous avez un Samsung? Regardez, on est resté sur le grand angle sur l'iPhone et on est passé à l'ultra grand angle sur le Galaxy. Et ça donne ceci, on voit bien que c'est quand même assez pratique de disposer d'un peu plus de recul, même si c'est pas une scène idéale pour faire la différence, sûr. parce que c'est plutôt où il y a du monde devant nous. Là, c'est un plan large. Mais encore une fois, la colorimétrie est très différente. Ah oui, ça c'est sûr. Là, effectivement, Ouais, elle redonne énormément je de suis- couleurs.
Ouais, c'est assez étonnant quand même, hein. Enfin, je trouve. Ah, ça a été pris tout de suite, les photos ont été prises l'une Et après l'autre. est-ce que sur l'iPhone R, il a appuyé avec son doigt pour Ah la oui, vision ou pas? Ouais, tu penses ouais. bien. Non, en plus, les appareils étaient positionnés en parallèle sur deux pieds, donc c'était vraiment pris en même temps. Ça paraît dingue là. Bah oui, non, mais quand je vous dis l'appareil photo, il y a une énorme différence. Moi, c'est pour ça que je parle de téléphone qui peut être principal, le Edge. C'est aussi pour ça. Ouais, toi, tu as 4 téléphones. Ouais. Quel est le verdict du numérique au registre de la photo alors? Alors, l'iPhone R part avec un handicap de toute façon qui est indépassable. Donc, en l'absence de second module, l'iPhone R passe derrière le S25 Edge. Oui, sans surprise. Il y a quand même une petite nouveauté, Christophe, de grave sur cet iPhone et toute la génération des iPhone à 17 au-delà. C'est une nouvelle caméra frontale qui a une particularité au niveau de son capteur. Oui, effectivement, tu as un capteur à 18 mégapixels. Avant, tu avais du 12 mégapixels sur les iPhones et les années précédentes, effectivement, donc sur le 16, etc. Du côté du Galaxy Edge, lui, par contre, il affiche 12 mégapixels, qui se trouve être la résolution précédente de l'iPhone. Et puis, on a aussi Center Stage, qui est quand même une fonctionnalité qui est vraiment au top. Parce que alors avant de parler de Center Stage, il faut dire que le capteur, il est plus rectangulaire, il est carré, tout simplement. Carré. Il est carré, effectivement, et ça permet tout un ensemble de formats de photos, voilà, comme on le voit ici à l'écran, parce qu'on va pouvoir découper dans un carré, en fait, forcément plus de formes qu'a priori un rectangle pour la même quantité de pixels à l'écran. Donc quand je fais un selfie, que ce soit le 17 Pro Max que j'ai là ou un iPhone Air, je n'ai pas besoin de faire ça pour faire un mode paysage, hein. Je peux choisir directement. Ça, c'est une vraie bonne idée, je trouve. C'est hyper malin. D'ailleurs, c'est inédit. Il me semble pas avoir vu ça chez un autre fabricant de smartphones. L'idée de faire appel comme ça en arrière-plan à l'IA pour gérer les changements d'orientation, pour gérer l'agrandissement du cadre lorsqu'il y a plusieurs personnes, bref, faire travailler l'IA en arrière-plan, exploiter ça avec un capteur inédit, c'était quand même une très très bonne surprise au niveau des selfies qui n'évoluent pas depuis des années. Ouais, et d'autant plus que c'était le défaut pendant des années des iPhones par rapport au monde, encore une fois, le mode selfie. Et là, il se rattrape bien, et surtout que c'est une rare fonctionnalité qui est passée au travers du tamis des leakers qui chaque année nous donnent toutes les informations avant la sortie des produits. En régie, vous me faites signe si on a eu le temps de faire des photos portraits ou pas? Non. Non. Bon, on passera sur les photos portraits. On a une réaction de Sébastien Marcucci sur X. Je connais l'origine de ce nom. Christophe. Oui, effectivement. Alors, il nous dit produit de niche, 3 petits points, trop de compromis à faire. On veut le top de la techno à ce prix. Apple met en avant des avancées comme le mode cinématique depuis l'iPhone 13 Pro, par exemple. Pas dispo sur l'iPhone Air, pas de macro, c'est rédhibitoire. Bah oui, c'est toujours la même chose, hein. C'est un iPhone, c'est un téléphone, un smartphone de compromis, forcément, parce qu'on a la légèreté, mais à côté de ça, en fait, on a des compromis qui suivent. Donc, c'est un peu une réaction commune autour de ce nouvel iPhone Air. Ouais, enfin bon, je suis pas l'utilisateur le plus avancé de cette émission, mais moi, le seul point qui m'a un petit peu gêné, parce que je trouve que c'est vraiment très sympa quand on tourne des vidéos, on fait le Mac de simuler qu'on fait des vidéos avec des réflexes numériques, donc on utilisait le mode cinématique. Malheureusement, ce mode-là, avec un seul capteur, c'est quand même compliqué, donc il n'est pas sur l'iPhone Air. Mais là, il y est. Hein. Il y est sur le Edge. Oui, bien sûr qu'il y a tout. Ben oui. Mais tu crois quoi? Alors, qu'est-ce que ça donne du côté du mode Voilà, il n'y a plus d'iPhone Air. On va aller le chercher. Quid du mode nocturne, si on veut nous diffuser les images pendant que Stéphane vient ramasser son pauvre. C'était Ça un me test semble blessé, mais c'est solide. de Ça fait partie du solidité. test de solidité. Bon, Tout va bien. Non, mais c'est solide. Ça va, il a résisté. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, il s'en va. Du coup, il s'en va. Il est Oh, ouais. Qu'est-ce que ça donne au niveau du mode nocturne en régie? On a quelques clichés à nous montrer. Alors, regardez, le mode sombre. On a été prendre une photo dans le coin podcast du village, regardez, avec une table de mixage. Difficile, encore une fois. C'est pas facile, hein. Moi, voilà, j'ai un peu enfin, là, je trouve que les noirs, c'est un peu moins profond, c'est un peu plus gris du côté de l'iPhone Edge, du Galaxy Edge, c'est freudien. Du freudien bon, on sait que c'est pas forcément la force intrinsèque d'Apple, le mode sombre. Qu'est-ce que ont révélé vos mesures du côté des numériques?
Voilà, qu'il y avait toujours un petit peu de bruit, que c'était pas forcément parfait, mais là encore, on est quand même sur de la photo de très bonne qualité, qui est en fait, à peu près au niveau de celle d'un iPhone, standard. Mmh. Qu'est-ce Oui. que vous J'ai pris fabriquez avec vos la batteries? pour que tu testes. Voilà, donc tu peux pas évidemment l'accrocher au dos. Non. Ça, on le savait déjà. Tu ne peux pas le mettre sur le dos du Galaxy Edge. On s'en rend compte. Voilà, si tu as l'image. Voilà. Donc Ça ça, c'est le mode. On a une autre image, je crois, en mode nuit ou pas, en régie? Oui, je vois pas. On voit des différences de teintes en fait entre les deux, hein. On a toujours cette. Donc là, ça y est, j'ai compris. Pardon, Larry, je viens de comprendre. Dans le panneau précédent, c'était le mode son, c'est-à-dire qu'on n'avait pas activé le mode nuit. Mm. Voilà, pardon en régie. Et bravo pour ces photos. Donc forcément, on ne les met pas voilà, on est dans des conditions où on n'a pas pensé à activer le mode nuit. Si on active le mode nuit, effectivement, le rendu est bien meilleur. Et le piqué, je trouve un peu meilleur, et le rendu un peu meilleur sur le Galaxy, encore une fois. Mais après, c'est vraiment chipoté, comme tu disais tout à Oui. l'heure, hein. Mais on adore ça. À ce prix-là, on a envie de chipoter de toute Ah oui, c'est façon. sûr, tu as raison. Alors, quid de la stabilisation à présent? C'est un argument fort des constructeurs de téléphones, de pouvoir se balader et avoir des téléphones très stables. On l'a fait en mode selfie avec Axel, là, notre monteur émérite. Regardez la vidéo, si on a comparé les deux en descendant les escaliers du village. Vous avez à gauche l'iPhone Air et à droite l'iPhone Edge. Moi, je dirais que l'iPhone semble un peu plus stable. Mm. Beaucoup Alors, plus stable. Sur cette Ouais. vidéo, il maintient mieux la mise au point, effectivement, du côté iPhone Air. Voilà, donc au bilan, on l'aurait bien compris, au niveau photo, c'est plutôt le Samsung qui l'emporte. Normal avec ces deux capteurs. L'enjeu, c'est de savoir si véritablement la cible de ces téléphones ont vraiment besoin de deux capteurs. Apparemment, Apple suit la même tendance que l'iPhone 16e. On va s'intéresser maintenant à un domaine où Apple est beaucoup plus fort, celui de la puissance de ses puces. On l'a dit tout à l'heure en préambule, Laure, deux approches différentes à nouveau. Alors que Samsung est un fabricant de puces, il ne fait pas le choix de développer sa propre puce, hein. On a vu, Apple a choisi la puce A19 Pro, qui est une puce gravée à 3 nanomètres. Il y a 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU, et puis un Neural Engine 16 cœurs, 12 Go de RAM, etc., etc. Du côté du Galaxy, c'est un Snapdragon, donc c'est une puce de chez Qualcomm, 8 Elite, gravée également en 3 nanomètres, par TSMC, le même fondeur que Apple. 12 Go de RAM, jusqu'à 4,47 GHz de performance. Que donnent les benches, les amis? Regardez. Alors, c'est difficile de comparer des téléphones Android avec un téléphone Apple, mais il y a quelques, Il y a des benches communs, Ouais, brut qui effectivement, qu'on permet peut de le faire. appliquer sur les deux. notamment Geekbench CPU. Regardez, là, il n'y a pas photo, hein. Regardez l'iPhone Air, là, c'est les tests CPU, hein. Alors, c'est des tests pas de travail quotidien, c'est vraiment des tests bruts. Et on voit que l'iPhone Air met une grosse claque au Galaxy Edge, sans surprise, hein. Il est près de 2 fois plus rapide en monocœur et un peu plus rapide en multicœur. On voit que l'iPhone Air n'a rien à envier, ou presque, à l'iPhone 17 Pro. Il partage quasiment la même puce. Pour vraiment les pousser à bout, et pour les comparer, on a utilisé un test qui peut-être l'un des tests les plus tu me confirmeras, je pars sous ton contrôle, Laure, les plus extrêmes et les plus exigeants du marché. Je les ai fait aussi, effectivement. Voilà, c'est le 3D Mark Wildlife Extreme. Regardez, là, il y a vraiment une grosse différence qui s'est également fait entre les deux téléphones. Mais Surprise, voilà. au profit du Galaxy Edge qui Voilà. passe devant, c'est assez étonnant. Et largement. Et on a une explication, hein, Christophe. On en a fait le test. Pour être devant, il faut mettre le téléphone au frigo, hein, c'est bien ça. Oui, ben effectivement, à voir en fait, lorsque ce test avait été fait, si on avait désactivé tous les algorithmes en fait d'économie d'énergie, donc sur lequel que Apple utilise, c'est une On les première avait chose. désactivés. Voilà. L'autre chose en fait qu'il faut bien prendre en compte, en fait, c'est que c'est un A19 Pro, mais pas vraiment. C'est un A19 Pro en fait qu'on pourrait qualifier de R, parce qu'en fait il y a un CPU en moins, il y a toute la partie en fait, comment dire, qui gère l'intelligence artificielle, qui est un peu moins puissante a priori en fait, d'après les mesures qui sont effectuées, donc le Neural Engine sur ce téléphone. Donc il est majoritairement quand même un petit peu moins puissant en fait que son vrai équivalent A19 Pro,
chez Apple. Et en plus de ça, effectivement, il y a la partie algorithmique, mais que tu me dis avoir désactivée. Donc oui, de toute façon, c'est un téléphone en fait compromis d'économie d'énergie, et donc Apple veut s'assurer très certainement que tout simplement la partie GPU en fait n'aille pas manger toute l'autonomie de la batterie qui est déjà plus petite. En clair, Apple limite la fréquence de son processeur, de son GPU, de peur que la batterie s'emballe et au-delà que ça chauffe trop. Tu le disais, Christophe, tout à l'heure, Roméi, un des premiers constats que tu as fait, c'est que le petit plateau au sommet du dos de l'iPhone Air chauffe beaucoup quand on le sollicite. Hein. Ouais, moi, enfin, tu vois, c'est ça que tu dis qui chauffe Le là, plateau. cette partie-là, là, Ouais. le plateau? Ouais. Bah, je sais pas. Non, je Tu saurais l'as pas pas te vraiment. dire. Non, franchement, je j'ai pas senti de chauffe Ça m'étonne pas en particulière. fait. Oui. Ça m'étonne pas parce que à l'exception des moments où on joue et on va tenir son téléphone en mode paysage, donc on aura la main sur le plateau, on va tenir son téléphone donc sous le plateau, Ouais. et comme la chauffe est concentrée, vraiment on l'a vérifié à la caméra thermique, Tous les composants sont dans le plateau. comme les composants sont dans ce plateau, en fin de compte, quand on a la main en dessous, on sent beaucoup moins cette chaleur. Alors elle met un petit peu de temps à disparaître une fois qu'on a fini de jouer, de faire des vidéos en 4K, enfin bref, de faire des usages un petit peu Extrêmes. gourmands. Mm. Voilà. En fait, on ne le sentira pas tant que ça en main. Et c'est ça qui sauve en fin de compte l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça, Christophe, que toi, ça te gêne pas spécialement. Qui est habile conclusion. Par contre, une chose est sûre, on en a fait le test, on a une image archive qu'on vous montrera. Si vous mettez votre iPhone, on a vraiment fait le test pour le même test sous ça s'appelle 3D Mark Wildlife. Vous le mettez à refroidir au frigo et vous lancez le test, vous gagnez 30% de puissance. C'est juste donc ça montre vraiment Je la tenterai pas, celle-là. Moi, je suis pas sûre que ce soit très bon pour le téléphone. Oui, nous, c'est les téléphones de test, mais on va jusqu'au bout. Mais voilà, ça montre vraiment qu'il y a une volonté de limiter la puissance du processeur et c'est quelque chose de voulu. Mais la surprise, c'est que le Samsung s'en sort plutôt fort bien. Mais Allez, tu vois, il y a le faux comme aussi. quoi, Olivier, en fait, Apple, en plus de la batterie et de l'accessoire batterie, aurait peut-être pu vendre un frigo avec l'iPhone Air, ça aurait peut-être eu beaucoup de Non, sens. Samsung, c'est C'est ça. un créneau C'est qu'on vend, Samsung qui fait les frigos. C'est Samsung qui fait des frigos. D'ailleurs, bref. Très bon frigo. Très bon frigo aussi. Allez, dernier chapitre de cette émission. Est-ce qu'il y a un avenir pour ce type de téléphone ultra fin? Est-ce que ces téléphones sont des flops ou pas flops? Alors, avant de parler de l'iPhone Air qui vient d'arriver, ça fait un mois et demi qu'il est là, et puis Apple ne communique pas sur les chiffres, donc c'est difficile de savoir si vraiment il y a un engouement pour ce téléphone. Il semble que ce soit un peu plus compliqué pour Samsung. On a vu passer pas mal de rumeurs et articles qui disaient que Samsung avait un peu de mal. Je confirme. Alors, on a eu tout et un peu son contraire, et quelques heures avant cette émission, on a même eu l'inverse. Donc, il y a eu quelque chose qui Dans un premier temps, on dit il n'y aura pas d'S26 Edge. c'est-à-dire que Samsung, dans un premier temps, n'était pas convaincu qu'il y avait véritablement un marché. Ils se sont précipités en disant il faut marquer la culotte Apple, donc on va sortir aussi un téléphone slim. Mais apparemment, le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà, parce qu'en gros, d'après là, j'ai fait une petite synthèse des articles sur le sujet. On a même lu le mot de vente catastrophique. Ok. Qui a été évoqué. Donc voilà. Aujourd'hui, donc il y a eu Aujourd'hui, on enregistre jeudi, donc la Jeudi, veille de la la diffusion de cette émission. Pardon, excusez-moi, oui, merci de le préciser, monsieur Olivier Frégara. C'est important. Mais aujourd'hui, donc en gros, le site néerlandais Galaxy Club, donc qui est souvent bien informé, c'est l'équivalent de nos leakers comme Minchinko, etc. pour Apple. Mark Gurman, oui. Voilà, Mark Gurman, voilà, je cherchais son nom. Donc, Souviens révèle que la réalité est en fait plus nuancée. Samsung travaillerait depuis quelques mois sur un nouveau projet au nom de code More Slim. More Slim. Encore plus fin. Ah bah. C'est-à-dire qu'il chercherait à faire encore plus fin que le S25 Edge qui faisait donc 5,8 mm d'épaisseur, comme on avait vu. Peut-être ils ont été jaloux des 5,6 de l'iPhone Air, je ne sais pas. Mais donc en gros, la stratégie aurait changé. Donc ils lanceront quand même en février, comme ils font chaque fois, donc le S26. Je mettrais au conditionnel, celle-là. Bien sûr, le S26, le S26 Plus et le S26 Ultra, donc début 2026, comme chaque année. Et il y aurait un modèle ultra fin plus tard dans l'année, qui serait donc équivalent au S25 Edge. Est-ce que t'as pas lu cette... Si, mais en fait, Ça vient de tomber, hein. j'ai tellement lu tout et son contraire que j'ai vraiment du mal à me... La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, de par même s'ils sont cotés en bourse, les constructeurs ne sont plus obligés de donner
le volume de leur vente en unités, ils donnent des volumes de chiffre d'affaires et puis ils mélangent tous les modèles. Donc c'est très difficile Oui, alors de parfois savoir. ils disent celui-ci c'est particulièrement bien bien sûr. porté, mais de moins en moins. Et effectivement, c'est rare d'avoir des chiffres. Christophe, Romélie, quel est ton sentiment? On voit bien que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un iPhone 17 Pro ou voire un 17 Pro Max. Il y a encore des files d'attente et des C'est vrai. délais importants, même sur l'App Store aujourd'hui. Pour avoir discuté avec des vendeurs dans des App Store parisiens, ils nous disent qu'ils n'en ont pas en stock et qu'Apple veut qu'ils poussent plutôt l'iPhone Air, ce qui est assez logique puisque lui est en stock. Ton sentiment? C'est ce que je disais en tout début de conversation. On est dans le design de l'Air. Donc, le MacBook Air, ça bat les MacBooks en termes de vente. Les iPad Air, ça bat les iPad Pro. Après, les iPhone Air, laissons un peu de temps. C'est la première génération. On verra la deuxième génération, s'ils baissent un peu leur prix. Mais je pense que la cible qu'ils ont, elle est excellente. On va être surpris. Je pense qu'on va être surpris. Tu penses que c'est pas donc juste un one shot pour faire parler d'eux par du design en attendant peut-être dans 1 ou 2 ans l'arrivée d'un téléphone pliant? C'était l'une des hypothèses des leakers de dire voilà, ils testent l'extrême finesse pour pouvoir sortir un modèle pliant dans quelques années. Absolument, ouais, tu as entièrement raison. Je pense qu'ils ont travaillé sur le design premium, sur un design exceptionnel. Et la puissance est là. Ça a été rappelé par Christophe au niveau de la puce. Ils ont fait un travail incroyable. Ils ont investi massivement depuis 10 ans sur cette capacité à construire leur propre puce. Et je pense que c'est vraiment très puissant, très, très facile. Enfin, sur tous les iPhones depuis longtemps, depuis qu'ils ont pris en main ces puces. Mais non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est qu'un premier jet et on va être surpris dans le deuxième. Christophe, ton sentiment pour conclure? Oui, pareil, je pense qu'ils sont en train de baliser un peu le marché, tu vois, comme le fait Samsung également, de voir ce qui fonctionne pas. En plus de ça, Apple est dans la thématique de revenir au design, que ce soit pour le nouveau macOS, l'iOS 26, etc. Et donc, en fait, ils font un espèce de retour aux racines, tout simplement, pour couvrir ou pas, en fait, ce manque d'intelligence artificielle. Ça, c'est un autre débat. Mais oui, tu sens ça, en fait, qu'ils sont en train de préparer des choses pour demain, quoi. On sent qu'Apple, c'était même le thème d'une émission, qu'Apple a laissé de côté l'IA. Elle n'a pas trop le choix parce qu'ils sont aux fraises en ce moment, et notamment avec Siri. En misant tout sur le design, c'est plutôt une réussite en ce début d'année. On aura les résultats financiers dans quelques temps. Par contre, les prix, ça reste des prix d'Apple. Est-ce que c'est pas ça, tu le disais en préambule de cette émission, le principal frein à l'achat de ce type de téléphone, parce qu'il reste quand même relativement cher? Alors, même s'il y a des promos chez Samsung, on est à peu près au même prix, 1 249 € pour le Galaxy S25 et 1 149 € pour l'iPhone Air. C'est un bel investissement quand même. C'est la comparaison qui fait mal. À des prix équivalents, on va avoir des smartphones sans ou avec très peu de compromis chez toute marque. Chez Apple, on va avoir un iPhone 17 qui sera extrêmement performant, Ouais, c'est le meilleur compromis aujourd'hui. qui va être un rapport qualité-prix dans un segment de prix élevé, mais enfin bon, un bon rapport qualité-prix dans l'univers d'Apple. On va avoir chez Samsung pléthore de propositions à des tarifs qui vont être bien inférieurs. On va même avoir des smartphones pliants à des prix équivalents. C'est ça le principal frein finalement, c'est de se dire est-ce que j'aurais pas mieux pour un prix équivalent et tant pis pour la légèreté. Alors, au final de cette émission, qui gagne alors, sincèrement? Alors d'un point de vue technique, puisqu'on peut parler de technique, selon les tests en tout cas que moi j'ai pu réaliser, ça va être le modèle de Samsung. Après, des smartphones comme ça, on parlait de bijoux, on parlait d'expérience, ce sont des produits qui ne sont pas faits pour séduire au niveau technique, ce sont des produits qui sont faits pour séduire tout court. Et là, le débat reste ouvert et c'est vraiment une question de coup de cœur. On en parlait tout à l'heure. Toi, tu nous disais que le meilleur techniquement pour toi était le Samsung, mais que tu préférais largement l'iPhone Air. Je l'entends, parce que là, vraiment, c'est une affaire d'expérience personnelle sur ce type de produit. Un mot au sujet de notre sponsor Incogni. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des forfaits téléphoniques par exemple, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires à longueur de journée pour vous retirer des listes de diffusion, eh bien c'est que vous êtes victime de data brokers. Kezako, les data brokers, ce sont des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès des commerçants en ligne.
ou services auxquels vous êtes abonné quand ils ne profitent pas de fuite de données carrément. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, les newsletters, les cartes de fidélité pour obtenir vos emails, numéros de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inonder de coups de fil. Bien sûr, selon la loi européenne sur la protection des données, la RGPD, vous pouvez demander à des data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est long, c'est un long chemin de croix au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Incogni. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout et va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site Incogni et constater le nombre de bases de données qui ont été supprimées ou qui ont supprimé vos infos. Incogni automatise même les demandes de suppression répétées, c'est dur à dire dans le temps, pour éviter que les data brokers récupèrent de nouveau vos informations personnelles après une première suppression. En utilisant le code ERLM ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, ou encore en scannant ce QR code, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Incogni. Merci Incogni de nous soutenir. Allez, on passe à vos coups de cœur. Et on commence par le seul et l'unique Christophe Degrave, bien sûr. Oui, de mon côté, ça fait quelques jours, tu vois, depuis ce week-end où je m'essaye à des formats courts sur YouTube et sur TikTok. Alors, c'est TikToker avec du jeu. maintenant, on peut le dire. C'est TikToker. Tu es Presque, oui, presque. tu es comme Stéphane, il est TikToker, ça y est, c'est officiel. Voilà, exactement. Sauf que moi, c'est avec des jeux vidéo rétro et avec de la Ferrari, mais peu importe. C'est Donc, un je sujet m'essaye à plus ça. sérieux que Stéphane, c'est ça que tu veux dire? D'accord. Non, pas du tout. Je n'oserais pas. Mais le truc, en fait, c'est que effectivement, quand tu fais des formats Oui. courts, quelque chose qui est très important, tu vois, c'est que parfois, pour regarder des formats courts, les personnes, les utilisateurs qui consomment ton contenu ne vont pas forcément mettre le son, le volume au niveau de leur smartphone pour pouvoir pour pouvoir consommer tes vidéos. Ouais. Et donc, ce qui veut dire en fait que globalement, ils ne voient que les images et que si tu es en train de faire une voix off dessus, par exemple, en fait, ils ne voient pas la voix off, ils ne l'entendent pas, bien entendu. Et le résultat, c'est que tu as besoin de sous-titres pour ce genre de vidéo. Et je me suis pris la tête à trouver une solution, tu vois, sur le cloud, etc., qui vous pouvait parvenir en fait à faire des sous-titres avec de l'intelligence artificielle. Et puis surtout, tu pouvais choisir où placer tes sous-titres, sous quel format, avec quel coloris, avec quelle police d'écriture, etc., etc. Et j'ai trouvé un truc drôlement sympa, Ouais. une application sur macOS qui s'appelle VidCap, donc VIDCAP, que tu trouves sur l'App Store. Voilà, on voit justement quelques extraits de l'application avec l'une ou l'autre de mes vidéos. C'est hyper simple, c'est hyper rapide sur un MacBook M4, ça fonctionne à merveille. Il faut même pas attendre 2 minutes en fait pour tout simplement qu'il aille chercher en fait, qu'il aille interpréter l'ensemble de ta voix. Il te pose les sous-titres. Il y a presque pas de fautes. Franchement, il y a que des fautes sur les noms et les prénoms, tu vois, un peu particuliers. Sinon, pour le reste, en fait, c'est vraiment génial. Ça consomme pas de bande passante sur ta connexion internet, etc. Et puis là, on le voit à l'écran. En fait, on voit là, c'est un sous-titre qui est assez simple, mais malgré tout, en fait, c'est hyper lisible, c'est hyper facile à mettre en place. Donc, je le conseille à tout le monde. Ça vaut 69,99 € l'année, et il y a une période d'essai gratuite de 3 ou 4 jours, dans mes souvenirs. Donc, vous pouvez très bien l'essayer. Et vous allez voir, c'est vraiment top. Après, il suffit, à partir du logiciel, de sauvegarder la vidéo. Ça va jusqu'à du 4K, et il ne dénature pas du tout la vidéo, il ne la compresse pas, rien du tout. C'est vraiment au top. Merci Christophe. Autre Christophe, est-ce que tu as eu le temps de nous dénicher un petit coup de cœur, Christophe Romei? Ouais, c'est un truc qui est tendance, c'est la protection pour l'iPhone Air du capteur caméra, en fait. C'est toutes les couleurs. Ce qui a failli Ça exploser tout à l'heure quand Stéphane l'a fait tomber, c'est ça? Ouais, Pas c'est tombé, une vraie c'est le tendance. Samsung qui est tombé. Mais le plus à ta gauche, plus à ta gauche, plus à ta gauche. Voilà, Là, voilà, ouais, super. c'est une vraie tendance. Il y a une dizaine de couleurs différentes et c'est une vraie protection. Ça coûte 20 $. Zag qui fait ça. Super. Ouais. Merci Christophe. Stéphane, est-ce que tu nous as décoté un petit coup de cœur? Oui, alors là, c'est simple, c'est un compte Instagram. Un compte Instagram qui s'appelle Oda Show.
Alors, je vous encourage d'y aller. Donc, Oda, voilà, super, il est à l'écran. Donc, ODA est chaud et c'est fait à base d'IA. Et si vous êtes nostalgique des Guignols de l'info ou je ne sais quoi, c'est une façon Oui. voilà, de réinterpréter l'actualité. La dernière où on voit le président Macron lui-même gauler les bijoux dans le Louvre, essayer de les revendre et se faire taper sur les doigts, est à mourir de rire. Ça s'est fait avec l'IA, alors. C'est tout fait avec l'IA. Tous les présidents, donc Trump et compagnie, sont Poutine, Elon Musk aussi, et en format sont des enfants entre guillemets. Vous allez voir, c'est une façon de voir l'actualité autrement. Et c'est rafraîchissant et j'adore. Et ils sortent chaque semaine une petite animation. Ça s'appelle comment ? Oda Show. Et je vous encourage de regarder, c'est très rigolo. Voilà. De mon côté, vous savez, on aime beaucoup dans cette émission, et à commencer par Christophe, tout ce qui est autour de la maison connectée. Il y a un système qui existe depuis pas mal de temps, on n'avait pas l'occasion de vous en parler, c'est le système de Leroy Merlin qui s'appelle Enki. On connaissait notamment leur box Connect qui sert de hub pour piloter l'ensemble des objets connectés. Les lumières, le chauffage, le ballon d'eau chaude, le vent, caméra de sécurité. Il y a près de 500 objets connectés dans large éventail de marques qui sont gérés, mais il n'y a toujours pas de HomeKit encore, malheureusement. En revanche, ce qui est vraiment très original dans la nouvelle version de l'app iPhone, c'est qu'elle propose de nouveaux services comme la maîtrise énergétique, et ça, j'y crois beaucoup. L'app est désormais capable d'afficher la consommation énergétique de la maison pour vous aider à réduire votre facture d'électricité. Mieux, l'app vous propose un service d'effacement énergétique. Concrètement, lors des pics de consommation du réseau électrique, Enki va ajuster la puissance à la baisse pour soulager le réseau de RDF. Et en contrepartie, les utilisateurs peuvent recevoir une somme d'argent, jusqu'à 15 € par radiateur et par an dans la maison. Si on en avait plusieurs, ce n'est pas inintéressant. Et puis, l'app est capable de vous faire un diagnostic énergétique et vous dire, mais vous n'êtes pas chez le bon fournisseur d'électricité, vous n'avez pas le bon forfait, et vous propose une solution adaptée à votre usage. Je trouve ça juste une bonne idée. Et c'est vrai, avant même de réfléchir à trouver des solutions à la maison pour réduire la facture énergétique, il faut savoir aussi regarder comment on peut naturellement soi-même, sans forcément isoler, réduire la facture en faisant un usage plus vertueux. La boîte Enki, c'est à partir de 30 € pour le boîtier Enki de base Connect, mais l'application est bien sûr gratuite. Laure, je ne te demande pas de coup de cœur parce que j'ai oublié de te demander d'en préparer un. Donc je n'ai rien préparé. Merci en tout cas pour cette première expérience dans Refait le Max. Merci à toi. Un plaisir de te recevoir et de saluer tes collègues de chez Les Numériques. Merci Christophe Romeilly, merci Christophe Degrave de votre participation en distanciel. Merci Stéphane. Donc tu l'as dit, ton téléphone préféré, c'est l'iPhone R. C'est la plus belle expérience d'iPhone que j'ai eue. Oui, donc c'est ton téléphone préféré. Non. Je t'aime, Stéphane. C'est la fin de ce 506e épisode. 66. 566. Voilà, épisode d'On refait le Mac. Merci d'avoir suivi. On n'est pas encore au 666, on va commencer à s'inquiéter. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. On va essayer la semaine prochaine de faire un autre face-à-face entre le MacBook Air M4, qui est le best-seller d'Apple en ce moment, contre le nouveau MacBook Pro M5, qui pourrait être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, bien sûr, en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, ce qui fait toujours plaisir, le petit pouce. Encore merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!